Il n'est pas de question plus épineuse que la question de la magie. À l'instant même où la question se pose, une série de pièges se déclenchent qui ont pour conséquence de nous détourner de notre question initiale. Nous vivons dans un monde saturé de magie, où la magie est paradoxalement discréditée d'avance. Et pour cause, l'Empire s'est accaparé toutes les magies pour les asservir. Il les a modifiées, corrompues, jusqu'à les rendre méconnaissables. Jour après jour, il n'a cessé de trahir les gestes les plus précieux, et quant aux magies qu'il ne parvenait pas à s'approprier, il a tout simplement déployé la pire violence qui soit, afin de les faire disparaître. Ainsi vivons-nous dans un monde saturé de magie, qui œuvre à nous maintenir le plus éloignés possible de toutes les magies dont nous aurions pu hériter. De ce premier point, tout le reste découle. Au cœur de nos existences se fait sentir un manque cruel de magie, cruauté, on l'a vu, d'origine impériale, mais le manque de magie n'a que trop duré. Nous sommes là désormais, formant communauté sur fond de doutes tenaces et de foi vacillantes, et à vrai dire, tout pourrait s'inverser d'un moment à l'autre, le doute se faisant vacillant, et la foi tenace, et la magie dès lors faisant retour, illimitée. Ainsi les choses changent, et ce changement s'opère sur fond de mugissement. Ce dernier partage son étymologie avec le mystère et toutes ses prolongations mystiques. Là où les bouches fermées protègent les savoirs secrets et où les peuples apprennent à protéger leurs plus précieuses technologies. Et quoi de plus beau, quoi de plus déchirant que le mugissement des bêtes dans les vallées embrumées, comme s'il s'agissait de la langue originelle de la magie, faite de vibrations sourdes et d'énergie souterraine. C'est pourquoi nous vous demandons désormais de fermer les yeux et de mugir comme vous l'avez toujours fait, dans le secret de vos cœurs dilatés, exactement comme le poème qui se forme, dans l'ombre de nos bouches. Mugissons ensemble et nous verrons que notre besoin de magie est plus élémentaire encore que ce que l'on pensait. Mugissons ensemble comme pour conjurer ce qui depuis trop longtemps nous entrave et aider les plus urgentes magies à faire retour. Ce sont des vagues venues du fin fond du temps. Ce sont des souvenirs, des pressentiments. Un flux et reflux de mémoires moussues, inspire, expire, tellement profond qu'infini. C'est comme naviguer sur un océan vibratoire où les cœurs reconnaissent leurs besoins les plus secrets.
does it feel? How does it feel to be? How does it feel to be the only one left on earth? How does it feel? How does it feel to be the only one left on earth? Oh, suddenly, oh, suddenly, I feel, oh, suddenly, I feel one. 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 I feel Il y a dans nos cœurs une sorte de vide. Et ce vide est responsable de la douleur sourde que nous avons en partage. C'est comme un organe manquant, comme une mémoire imprécise, faite d'ombres souveraines et de chaleur diffuse. Mais les temps changent et nos souvenirs reviennent. C'est quelque chose en nous de viscéral, une pulsation sourde qui réclame la destruction de cette réalité et l'avènement d'un autre monde. Et partout, à vrai dire, les mugissements s'amplifient. Nous les sentons le matin au réveil, le soir dans nos lits et en chaque instant de la journée. Mais il demeure difficile de traduire dans nos vies ce flux de sensations en forme de désir ardent ou de fureur héroïque. C'est qu'il nous faut pour commencer définir notre objet, définir la magie, et la question alors se pose de savoir comment définir de manière juste et précise ce qui s'enracine dans les brumes les plus vagues et les ténèbres les plus profondes. Oui, comment définir la magie sans la figer, ni l'endiguer, ni lui causer le moindre tort. Car la magie, c'est une évidence, doit respirer, déferler, ne connaître aucune frontière, aucune limite. Mais en même temps, d'un point de vue pragmatique, nous sentons bien que notre besoin de définition s'ancre dans un besoin plus pressant encore de maniabilité. Il ne s'agit pas de circonscrire ce qui ne saurait être circonscrit, ou de figer ce qui ne saurait être figé, ou pire encore, de finir ce qui, par définition, relève de l'infini, mais bien de forger à l'endroit même de l'expérience quotidienne et du cœur battant, oui, de forger une conception hautement maniable de la magie, conception capable de répondre à ces besoins de l'âme
que nous identifions désormais comme des besoins métaphysiques élémentaires. Mais de quoi parle-t-on quand on parle de magie ? C'est là une question décisive et difficile et redoutable, une question à laquelle il faut toutefois essayer de répondre, puisque notre capacité à changer le monde en dépend. Malheureusement, les manuels manquent dans lesquels trouver de tels éclaircissements. Et à vrai dire, l'histoire de la magie occidentale est une histoire de répression, une histoire de trahison à l'égard des principes mêmes qui rendent la magie possible. Je pense par exemple à l'opposition entre magie blanche et magie noire, qui est non seulement caricaturale, mais aussi et surtout enracinée dans un paradigme profondément raciste. De même, on tente de nous vendre, exactement comme en histoire de l'art, une histoire héroïque de la magie, écrite par des mages et par toutes sortes de grands initiés, alors que la magie, on la sent dans nos veines, est une pratique éminemment communautaire où le secret n'est pas cultivé pour des raisons d'élitisme, mais tout simplement pour protéger les choses les plus précieuses et les gestes qui jadis révolutionnèrent nos manières de mettre le monde en commun. On cherche partout les textes auxquels se raccrocher, les manuels où les trésors ont été cachés, les évangiles hérétiques où nos ancêtres ont déposé leur sainte salive, les livres noirs et dorés écrits par les monstres au grand cœur, les vaincus victorieuses ou les pédales brûlantes. La plupart des définitions occidentales de la magie font la part belle aux notions de pouvoir, d'action et de volonté. Selon de telles définitions, la magie consisterait à agir sur les forces invisibles, à transformer la nature selon sa volonté ou à s'en remettre à l'invisible afin d'exercer un pouvoir sur les choses. Mais il s'agit là d'une conception problématique et restrictive, puisque la magie est avant toute chose une affaire de liens, liens noués, dénoués, entremêlés. Tout commence dans les cordes qui nous attachent aux choses qui nous entourent, proches et lointaines. En cela, la magie est forcément active, passive. Par exemple, lorsqu'on interagit avec la lune, que ce soit pour des raisons agricoles ou tout simplement pour le plaisir de se perdre dans la beauté, on se soumet d'une certaine manière à la puissance de l'astre, on se rend disponible à cette puissance, on accepte de la recevoir passivement pour ensuite la rediriger dans le monde, comme si après l'incorporation passive, on la recrachait activement en paroles ou en gestes, comme l'araignée sécrète la soie dont elle tisse ses toiles. C'est pourquoi la magie doit être définie comme une technologie relationnelle ou comme une disposition affective à se laisser transformer par le monde afin de le transformer en retour. L'affectivité, c'est le tressaillement d'un lien en un certain point de l'espace et du temps, un peu comme les vibrations que nous produisons lorsque nous mugissons. Les vibrations que nos corps produisent affectent les corps des autres et réciproquement, les vibrations produites par les corps des autres affectent nos corps devenus disponibles à tous les tressaillements qui obscurément leur font du bien. Pratiquer la magie consiste ainsi à prendre position en matière d'affectivité, et donc à s'engager dans ce que l'on pourrait appeler un art des liens. Et on devine que cela pourrait bien être le travail de toute une vie. Et à vrai dire, tu constates chaque jour la singulière efficacité de ces pratiques de ralliement en forme de technologie de pointe que sont les opérations magiques. Tu t'interroges sur ta pratique et sur celle des autres, tu transformes ton calendrier, tu cueilles des plantes qui soignent, tu apprends ou réapprends à prier, tu aides toutes les cérémonies et tu sens bien que tous les liens qu'ainsi tu tisses transforment tes luttes en disposition d'esprit et en mode de vie. Tu fermes les yeux, tu mugis, tu fais de la magie.
you go in the dirt. Oh, when you go in the dirt and you get stuck in the dirt. No, you get stuck in the dirt and you feed from the dirt. Yes, you feed from the dirt and you start to love the dirt. No, you start to love the dirt. Come on and call the God within. Come on and call the God within. Root yourself. Root yourself. Root yourself. Root yourself. When you go in the dirt. Oh, when you go in the dirt and you get stuck in the dirt. No, you get stuck in the dirt and you feed from the dirt. Yes, you feed from the dirt and you start to love the dirt. No, you start to love the dirt. 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 No, you start to love the dirt. You start to love the dirt. Na 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 na. Oh, when you go in the dirt. Oh, when you go in the dirt and you get stuck in the dirt. No, you get stuck in the dirt. And you feed from the dirt. Yes, you feed from the dirt. And you start to love the dirt. No, you start to love the dirt. You start to love the dirt. No, you start to love the dirt. You start to love the dirt. Love the dirt. Love the dirt. Partout où elle est pratiquée, la magie provoque dans la réalité des sortes de glissements de terrain qui permettent à tout le monde d'être transformé. Comme si la magie utilisait la puissance des affects pour transporter les formes du monde au sein d'une autre réalité. Partout, la magie sécrète failles et fissures, portes et brèches, et c'est notre fanatisme que de chercher à tout prix à faire advenir le seul monde qui vaille, qui est un monde tendre et ancien, un monde débarrassé de l'Empire. Cette capacité de déplacement et de transmutation, la magie la partage avec la fiction. Les fictions bien faites, bien orientées, sont des objets magiques. Et elles le sont encore plus lorsqu'elles sont conscientes de cette magie et qu'elles assument tant leur soif de destruction que leur désir de construction.
sorciers et sorcières passent le plus clair de leur temps à fondre de telles fictions dans leur creuset imaginaire. Certaines appellent ça l'art des failles et affirment qu'il s'agit du prolongement logique de l'art des liens. La magie relie et la reliance sécrète tout naturellement des passages vers d'autres mondes. Si l'art des liens correspond à un retour de la passion, l'art des failles correspond quant à lui à une reprise de pouvoir. Non pas pouvoir sur autrui comme font les magies oppressives, mais pouvoir de façonner le monde et de raconter les histoires qui rendent ce façonnage possible. En cela, la magie est un remède en or contre l'impuissance politique. Et lorsqu'un petit groupe d'individus prend le monopole de la narration, alors les créatures magiciennes entrent en guerre et formulent partout et en tout lieu les failles à travers lesquelles les peuples pourront respirer. L'art des liens et l'art des failles ne sont pas seulement des pratiques, mais bel et bien des traditions. Il faut apprendre à hériter pour apprendre à transmettre, apprendre à recevoir pour apprendre à donner, et on appelle tradition le résultat de ces apprentissages entremêlés. La tradition ne signifie pas la clôture sur soi ou sur une supposée culture, mais le désir de cheminer en commun vers le pays légendaire où le mouvement des astres se révèle être le garant de la félicité sublunaire. Pratiquer la magie nécessite de prendre son temps. Il faut avant toute chose faire le panorama des forces en présence et par la suite identifier, avec l'aide des ancêtres, les traditions dans lesquelles on ressent le désir d'évoluer. Je ne sais pas ce que sont les ancêtres ni comment elles communiquent avec nous. Mais depuis mon ignorance, j'ai bien conscience que le temps n'est pas linéaire et que ce qui a vécu un jour, sur le plan quantique, ne peut que vivre toujours. Je sais aussi que nous sommes les ancêtres des peuples qui viennent et que cela s'ajoute à la liste de nos responsabilités. La magie, comme les traditions, est locale et située, contingente et contextuelle, éternelle et changeante, polymorphe et multiple, plurielle et diversifiée, un véritable cauchemar pour l'Empire qui a une peur panique de ce qu'il n'arrive pas à contrôler. Peut-être la magie est-elle avant tout une disposition d'esprit sur fond de mugissements sourds. Celles qui la pratiquent veillent à ce que le monde ne manque de rien et quand le monde vient à manquer de ce qui lui est le plus cher, elles ouvrent des failles et sécrètent des liens qui sont le monde en train de se faire. Et pour cause, le monde est toujours en manque de lui-même. Et la magie toujours l'aide à combler ce manque, comme font les amants dans leurs étreintes infinies. La magie, à vrai dire, n'a pas vocation à demeurer dans l'invisible. Elle consiste bien en un recours à l'invisible, mais ce recours doit nécessairement se poursuivre sur le plan du visible, de même que le spirituel doit nécessairement se traduire dans notre existence matérielle. Là encore, il s'agit d'oppositions binaires à conjurer. L'existence mystique et l'existence pratique ne sont pas séparées, ne peuvent l'être. Et lorsqu'elles le sont, cela provoque des manques cruels et des douleurs profondes. Et en cela, pratiquer la magie, c'est articuler une forme de passivité radicale à une transformation active de nos conditions d'existence. C'est pourquoi la magie doit articuler la plus grande des solitudes à l'engagement collectif le plus radical. Il est infiniment plus facile et plus juste et plus efficace de transformer le monde à plusieurs. Les mugissements reprennent. Le mystère est total. Et là encore, c'est une question de tradition.
Et d'une certaine manière, il n'y a rien de plus traditionnel que la pratique quotidienne de la magie lorsque, de dévotion en dévotion, on veille à ne jamais sacrifier ni l'obscurité, ni l'esprit d'ouverture qui donne à nos gestes une légitimité cosmique. Trop souvent, la religion sacralise la tradition, tant par fétichisme que par culpabilité, et ce faisant, elle fige ce qui en réalité ne saurait être figé. On pourrait dire que la religion est de la magie qui a désappris à mugir, mais en réalité, les mugissements survivent dans toutes les formes de prière et dans tout le soin que l'on peut porter aux mondes invisibles et aux créatures qui peuplent ces mondes. Nous sommes nombreux à ressentir aujourd'hui quelque chose comme un besoin de prophétie. Mais ce besoin de prophétie est un besoin de prophète et de prophétesse. Et à vrai dire, il ne fait aucun doute que les langues vont se mettre à brûler comme jadis celle d'Isaïe. Il ne s'agit pas de dire la vérité. Non, il s'agit de parler la langue du monde, d'être en quête de la parole commune et de donner à cette parole la mission de nous guider vers la grande guérison, et ce serait pour nous, comme formulé dans l'ombre, une série de questions. Pourquoi ce gouffre en nous, cette insondable mélancolie? Est le point de départ. Et pour qui veut transformer le monde, il est bon de plonger dans les eaux les plus noires. Pourquoi ce désir de tout reprendre autrement? L'amour remet tout en question. Comment le ferait une loi supérieure? Pourquoi ces vibrations dans nos mains, ce désir brûlant de les plonger dans l'ombre? La magie mugit depuis la nuit des temps, comme un torrent qui épouserait la forme de notre sang. Comment savoir avec certitude que nous sommes sur la bonne voie? Il n'y a là ni savoir, ni certitude, seulement le cœur capable des plus grands prodiges. Quels sont les prodiges du cœur? Ils sont de toutes sortes, mais ont pour point commun la destruction des mensonges qui font tenir le pire. Pourquoi le pire doit-il être combattu? Et quel est son visage? Le pire doit être combattu, car il menace le mouvement du monde. Son visage est changeant comme les reflets de l'eau. Il se trahit par son indifférence au malheur et par la nullité de ses écritures. Quel est le contraire du pire? Le contraire du pire est le poème, devenu source commune. La magie est-elle une forme de poésie? C'est le poème qui est une forme de magie, comme le sont toutes nos technologies. Que fait le poème lorsqu'il a les mains libres? Le poème en liberté assassine les solitudes forcées et fait surgir des failles qui sont des portails en forme d'épée. Qu'y a-t-il de l'autre côté? Des créatures qui s'aiment et font de la magie. Que feront ces créatures lorsque leurs magies seront mûres? Elles détruiront l'Empire qui cherche à les détruire. Pourquoi la pratique de la magie se répand-elle comme un feu sur la terre? Les peuples ont fini par penser qu'il en allait de leur dignité. Que pourrais-tu dire à celles qui en demandent davantage? La révolution sera magique ou ne sera pas. Mais n'est-ce pas prendre le risque de détruire tout ce que nous avons? La magie prend soin de toutes les véritables traditions. Et il en va de même de la révolution. Il faudra détruire ce qui doit être détruit par amour pour tout ce qui nous a précédés et pour tout ce qui suivra. Que dire à celles qui doutent de notre capacité à sortir victorieux de cette guerre? Leur dire que le plan cosmique
à gagner. Et de même, sur le plan terrestre, les crimes de l'Empire ne peuvent rien contre les mugissements des ancêtres. Le monde est infini, et cet infini est notre habitat naturel. Au final, que nous est-il permis d'espérer? Chacun de nos refus augmente notre puissance de frappe. Nos magies se précisent, et rien ne peut nous les enlever. Et si le sort s'acharne, il nous suffit de disparaître. C'est pourquoi nous formulons des prophéties dans lesquelles survivent nos aspirations les plus secrètes. Et donc, la révolution sera magique, ou ne sera pas. Ce sont des phrases, des sentences taillées comme des flèches, des formules qui armeront celles qui cherchent les portes du vrai monde. C'est une prise de pouvoir, en forme de putsch spirituel. Un jeune poète a écrit dernièrement « Faites de la magie ou ne faites plus rien » et tout le monde sait de quoi il veut parler. Il y a des vibrations entre nous qui exigent l'avènement d'un autre monde. Et puis, les mugissements se poursuivent, dialecte originaire de la matière anonyme, pulsation mystique. Et la magie repose sur cette pulsation, exactement comme l'amour repose sur une forme d'incompréhension et le désir sur un vide impossible à combler. La seule manière de mener une vie vraiment magique est la lutte magique, car seule la lutte peut mettre un terme aux innombrables formes de violence qui rendent la magie impossible, honteuse ou criminelle. Et si l'Empire ne cesse de détruire, capturer et corrompre nos magies, c'est bien parce qu'elle le terrifie. Et pour cause, les magies, comme toutes les traditions, sont locales et multiples et situées, et qu'une communauté qui pratique la magie aura davantage tendance à résister à l'Empire qu'une communauté qui ne la pratique pas. Vivre sous le joug de l'Empire, c'est subir à l'infini les sortilèges des puissants. Au contraire, pratiquer la magie, c'est se rendre capable de conjurer ces sortilèges et d'expérimenter autre chose. Chaque jour, les créatures qui pratiquent la magie s'installent dans le mystère et chaque jour, elles cherchent dans le mystère les gestes qui leur permettront de remettre le monde en commun. Ainsi, chaque jour, installé dans la mystique la plus ordinaire, le peuple se pose des questions magiques auxquelles il répond de manière magique. Ainsi va le monde où la magie est non seulement possible, mais aussi et surtout communément pratiquée. Pourtant, la magie s'enracine nécessairement sur un refus. Refus d'un monde mauvais, refus de la violence et de la domination, refus de tout ce qui détruit, tout ce à quoi nous tenons. Et tout le monde sent, en son fort intérieur, qu'il s'agit d'un refus d'inspiration stellaire et mystérique. Oui, nous savons de sources sûres que les origines de la domination sont situées sur Terre, dans d'inconséquentes constructions humaines, tandis que les astres et les amas de molécules mugissent librement dans les replis obscurs de l'univers infini. De même, nous savons de sources sûres que les bêtes et les fleurs, que les roches et les rivières s'épanouissent librement dans les failles de la terre. La magie fait retour car la magie n'a jamais vraiment disparu. Chaque jour conjurer le monde mauvais, chaque jour formuler le monde commun, art des failles, art des liens, et les vagues du mystère à l'assaut des forteresses impériales. Les mugissements reprennent et s'amplifient. Ainsi tout recommence sans cesse. Et c'est pourquoi nos chances de l'emporter se rapprochent de l'infini. C'est une forme élémentaire de l'amour, une vibration commune devenue communauté vibratoire. Ce sont des contenus psychiques devenus contenus cosmiques. Des cordes tendues entre des corps détendus et partout également les flammes de la transpassion.
Bientôt nous pratiquerons au jour le jour, comme on mange et dort et se lave, comme on danse et cuisine et jardine et se touche, et sait détruire la pire part du monde que de vivre cet amour au quotidien. Mais à vrai dire, il ne suffit pas de pratiquer, il faut faire de cette pratique une instance de transformation, être comme un fléau sur le corps pétrifié de l'Empire, semer le trouble, refuser en bloc, ne rien accepter qui puisse menacer ni nos âmes ni nos amis. À la fin, les mugissements ressemblent au vrombissement de nos machines de guerre secrètes, et les communes essaiment où la magie abonde, égalitaire et luxueuse. À Delphes, fermez les yeux, mugissez encore, sécrétez les liens que vos cœurs réclament, formez les failles dont vous avez besoin pour respirer. Construisez les portails que depuis trop longtemps nous cherchons. Et par-delà les portails, bâtissez les villages qui seront notre monde et qui porteront les noms de celles qui nous ont précédés. Le temps presse et d'une certaine manière ne presse pas. Nous effectuons des gestes qui sont des feux de joie et les formules sur nos langues sont à la solde du monde. L'Empire a peur de nos abracadabras. La révolution sera magique ou ne sera pas. And
Merci. Merci beaucoup.